Ce 3 mai marque la journée internationale de la liberté de la presse. Cette 26e célébration est l'occasion de célébrer les principes fondamentaux et d'évaluer la liberté de la presse à travers le monde. Un accord politique qualifié d'historique par toutes les parties a été signé hier à Bamako au Mali. Le pouvoir en place et une partie de l'opposition, notamment en présence du Premier ministre, ont jeté les bases d'une collaboration dans un gouvernement d'ouverture. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le 19h. Ce vendredi 3 mai, la 26e célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse est organisée conjointement par l'UNESCO, le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et la Commission de l'Union africaine. La manifestation principale a eu lieu depuis le 1er mai à Addis Abeba au siège de l'Union africaine. Le thème de cette année est « Médias pour la démocratie, le journalisme et les élections en période électorale ». Ici en Côte d'Ivoire, une marche a été organisée pour la liberté de la presse. On en parle avec Issa Yeo et Ami Koulibaly. Les journalistes ont démarré la marche de la 26e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse à la radio-télévision ivoirienne ce matin. Sur 3 km dans les rues de Cocody, les journalistes membres de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire et des personnalités ont marqué leur attachement à la liberté fondamentale pour les hommes de médias d'exercer leur métier. Vous savez que la liberté de la presse est un principe sacro-saint. Et c'est à nous, les journalistes, de faire le travail de sensibilisation pour que les politiques, la société civile, tous ceux qui ont une petite parcelle du pouvoir, comme les prêtres, les chefs d'entreprise et tous ceux qui menacent la liberté de la presse, sachent que les journalistes ne sont pas les ennemis. Aujourd'hui, c'est une occasion importante pour que les acteurs de ce métier, qui jouent un rôle fondamental pour la régulation et pour le bien-être de l'ensemble des populations, se retrouvent et voilà, marquent d'une pierre blanche cette journée pour dire que la presse a toujours besoin de nouvelles conquêtes. La Côte d'Ivoire a fait de nombreux progrès, mais il y a toujours des conquêtes. Et donc ensemble, nous allons avancer et consolider la liberté de la presse dans notre pays. La presse est un levier important dans la promotion de la démocratie et la paix. Les participants ont donc salué le choix du thème de cette édition, le rôle des médias dans la démocratie et les élections. La Côte d'Ivoire gagne 11 places dans le classement mondial de la liberté de la presse en 2019 en passant de la 82e à la 71e. Toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, les responsables de l'UNESCO ont tenu ici à Abidjan un panel sur le thème « Médias pour la démocratie, journalisme et élections en temps de désinformation ». Zio Moussa, Raphaël Lakpé, Moussa Traoré et Delors Nesmond ont animé ce panel. Clément Beaucoup. Sensibiliser les professionnels des médias sur leur rôle dans la société et leur contribution pour soutenir la paix, la sécurité et la réconciliation. C'est tout l'enjeu de ce panel organisé par l'UNESCO. Énormément de pays connaîtront des élections l'année prochaine dans le continent africain. Et nous souhaitions réaffirmer l'objectif du développement durable 16 qui est sur l'accès à l'information, la sécurité des journalistes, mais également toutes les dispositions prises par l'Union africaine dans le cadre de l'agenda 2063 qui appelle à une meilleure gouvernance et à des élections pacifiques grâce à la liberté de la presse notamment. Quel lien entre démocratie et médias? Les médias jouent-ils véritablement leur rôle en période électorale? Comment lutter contre les fake news? Autant de questions auxquelles 4 professionnels des médias ont tenté de répondre au cours de ce panel. On dit en matière de journalisme que les faits sont sacrés et le commentaire est libre. Il faut que le journaliste donne d'abord l'information, quitte à ce que par la suite, il puisse donner son opinion. Mais il ne doit pas orienter, il ne doit pas fomenter, il ne doit pas détourner, il ne doit pas influencer l'opinion du public à qui il donne une information. La liberté de la presse est très importante, mais aujourd'hui, on va aller jusqu'à parler de la liberté d'expression. Comme je l'ai dit, il y a de nouveaux acteurs de l'information. Et ceux-là, est-ce que ce sont des journalistes qu'on parle de liberté de la presse? À leur niveau, c'est la liberté d'expression. Et c'est pourquoi liberté de la presse rime avec liberté d'expression. Il faut les laisser s'exprimer, il faut les former. Ce panel ouvre la commémoration de la journée de la presse célébrée tous les 3 mai.
Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF s'est dit alarmé par les informations faisant état d'exécution de 5 mineurs ces 2 dernières semaines en Iran et en Arabie Saoudite. En République islamique d'Iran, 2 garçons de 17 ans ont été exécutés dans une prison. Dans le royaume d'Arabie Saoudite, 3 garçons condamnés à mort et dont l'âge n'a pas été précisé auraient été exécutés le 23 avril dernier. On s'intéresse à la lutte contre les mutilations génitales féminines. Pour la renforcer, une campagne de sensibilisation a été lancée par l'ONG AFSI et la Fondation Djigui La Grande Espérance. Le projet d'appui au développement social inclusif vise à atteindre 400 millions de personnes. Il est cofinancé par l'Union européenne et bénéficie du soutien du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Bintou Pekele, Dangui Dangui. Brisons le silence. Disons non à l'excision. C'est le slogan qui va accompagner la campagne de sensibilisation contre les mutilations génitales féminines. Elle vise à atteindre 500 000 personnes et accompagner 500 femmes victimes d'excision. Le projet est de la durée de 3 ans dans 6 régions, surtout dans le nord, là où le phénomène est plus développé, dans le nord et dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. On s'attend que les gens concernés, surtout dans les villages, au niveau rural et un peu partout, puissent comprendre de quoi on parle, de quoi il s'agit, et sans culpabiliser les gens, puissent savoir quelles sont les conséquences de cette pratique. Les conséquences sur la santé maternelle et infantile sont incalculables et sont vécues toute la vie par celles qui ont été mutilées. C'est une lutte pour la dignité de la femme. Aujourd'hui, le silence est brisé, le tabou est levé. C'est une lutte multisectorielle que chacun apporte sa contribution, ses moyens. Nous voulons que cette pratique-là cesse. Le projet d'appui au développement social inclusif par la lutte contre les MGF est d'un coût global de 400 millions de francs CFA financé à 75% par l'Union européenne. Il bénéficie également du soutien du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Les mutilations génitales constituent pour certaines régions de la Côte d'Ivoire une tradition. Et c'est quelque chose qu'il faut combattre avec le temps. C'est pourquoi le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant se réjouit de cette activité parce qu'on ne finira jamais de lutter contre ce fléau. Donc toutes les actions menées dans ce sens sont les bienvenues. La promotion du genre de manière générale est au cœur des priorités de l'Union européenne. L'ONG AFSI est bénéficiaire d'une subvention qui est cofinancée à hauteur de 75% par l'Union européenne. Donc c'est un projet d'un coût global de plus de 400 millions de francs CFA qui a démarré en janvier 2019 pour une période de 24 mois. C'est un phénomène qui touche beaucoup de femmes en Côte d'Ivoire, notamment même 2 femmes sur 5 en Côte d'Ivoire sont victimes de mutilations génitales féminines. Et il y a même des zones du pays où cette proportion, la prévalence des MGF atteint 70%, notamment dans les régions nord et ouest du pays. Et donc ce qui justifie même d'ailleurs le choix de cette zone comme zone d'intervention par l'ONG AFSI. Malgré la loi du 23 décembre 1998 et l'article 5 de la Constitution de novembre 2016 interdisant les mutilations génitales féminines, cette pratique continue de faire des ravages avec un taux de prévalence de 37,7% au niveau national et de 79,5% dans le Nord. À l'instar des travailleurs du monde entier, les fonctionnaires et agents de l'État non-voyants ont célébré la fête du travail commémorée le 1er mai. L'événement s'est déroulé ce vendredi à l'initiative de la mutuelle des agents de l'Institut des aveugles de Yopougon. C'était une occasion pour les non-voyants de communier et surtout de rappeler à l'opinion leurs conditions de travail parfois difficiles. Dangui Dangui. Non-voyante et enseignante à l'Institut des aveugles de Yopougon, Raymond n'a pas voulu se faire compter cette célébration de la fête de travail initiée par la mutuelle des agents de cet institut. Je suis très contente, très heureuse de pouvoir célébrer cette fête. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir exercer un métier, de pouvoir être travailleur. Déjà, c'est une grâce. Donc, je ne peux qu'être heureuse pour ce jour. Moment de convivialité ou de festivité, la fête de travail est aussi une occasion de grainer les difficultés liées aux conditions de travail. Les travailleurs non-voyants n'ont pas dérogé à cette règle. Nous avons des difficultés dues au matériel que nous utilisons. Parce que nous avons les livres, comme on le dit souvent, transcrits en noir. Et ça, comme nous ne voyons pas, ça nous crée quelques problèmes parce que il faut trouver des gens qui vont vous lire
ces documents, qui vont traduire ces documents. Donc voilà la première difficulté déjà que nous rencontrons. Ce n'est pas facile pour nous de se déplacer dans le transport. Si on peut ouvrir notre transport, c'est vrai que nous sommes même fonctionnaires, mais pour un handicapé pour prendre le bus ou bien pour se déplacer, c'est 2 fois plus qu'un voyant. Si on peut nous aider un peu de ce côté-là, c'est mieux. Puis le logement aussi, le loger pas facile. Des difficultés bien connues de la Direction générale de la protection sociale. Le gouvernement travaille pour une éducation inclusive, assure Traoré Idriss, patron de la protection sociale. Il y a beaucoup de difficultés en général au niveau de ce type d'enseignement-là. Évidemment, l'État essaie à chaque fois d'améliorer les conditions, à travers même l'État lui-même, à travers un ensemble de partenariats que nous signons avec des ONG, des structures internationales, les ambassades. Mais effectivement, les besoins sont encore énormes. Et c'est pour nous, à chaque fois qu'il y a une occasion comme celle-ci, de magnifier les enseignants, de faire ce plaidoyer-là à l'échelle de toute la nation, du monde entier, et de dire que ce genre d'école-là, qui permet de prendre en charge des enfants vulnérables, mérite d'avoir l'attention de tous. Prestations artistiques, défilés au rythme de la fanfare ont marqué cette célébration de la fête du travail initiée par la mutuelle des agents de l'Institut des aveugles de Yopougon. Ailleurs, le nouveau Premier ministre malien Boubou Cissé a signé avec la majorité présidentielle et une partie de l'opposition en présence des mouvements signataires de l'accord de paix d'Alger, un accord politique. Il porte notamment sur un dialogue inclusif pour sortir de la crise et l'apaisement du climat social. Rosemond Kini, Clément Bokou. Après plusieurs jours de négociations difficiles, le nouveau Premier ministre malien engrange incontestablement son premier succès. Boubou Cissé a signé avec la majorité présidentielle et une partie de l'opposition en présence des mouvements signataires de l'accord de paix d'Alger, un accord politique qui porte notamment sur un dialogue inclusif pour sortir de la crise et l'apaisement du climat social. Un accord politique qualifié d'historique par toutes les parties, signé jeudi à Bamako. Le pouvoir en place et une partie de l'opposition, notamment en présence du Premier ministre, ont jeté les bases d'une collaboration dans un gouvernement d'ouverture dont la composition pourrait être connue ce vendredi. Le Premier ministre malien, après la signature du document, se veut optimiste. Peu importe le temps mis à échanger, l'important est d'arriver à un accord consensuel qui rassemble. Car aujourd'hui, plus que jamais, notre pays a besoin de rassembler ses fils et ses filles. Satisfaction également dans les rangs d'une frange de l'opposition malienne après la signature de l'accord. Nous avons saisi une opportunité historique qui était la main tendue, qui était bienvenue. Parce que cette main voulait sauver le Mali. Nous avons posé des conditions. On n'est pas totalement satisfait, mais on a l'essentiel. On a le cœur du débat. L'accord ouvre en principe les portes du nouveau gouvernement étendu à une partie de l'opposition malienne ainsi qu'aux ex-rebelles. Après 2 jours de violence post-électorale, le calme semble être revenu à Cotonou, plus précisément dans le quartier de Kadjeoun, où se situe la résidence de l'ancien président Boni Yayi. Mais militaires et policiers sont toujours déployés au carrefour stratégique. Le bilan des incidents de ces derniers jours fait désormais état de 4 morts. En Éthiopie, plusieurs dizaines de personnes de la communauté Gumuz ont été tuées lundi lors d'affrontements dans la région voisine avec la communauté Amara. Les violences ont eu lieu dans la localité de Jawi, qui se trouve à la frontière entre les 2 unités administratives. Les autorités mozambicaines ont fait état hier d'une épidémie de choléra dans le nord du Mozambique, une semaine après le passage du cyclone Kenneth qui a déversé des pluies diluviennes sur la province de Cabo Delgado. 14 cas de choléra ont été dénombrés, 11 dans la ville portuaire de Pemba et les 3 autres dans le district de Mekufi. À moins d'une semaine des élections, les différents partis sud-africains entrent dans la dernière ligne droite de leur campagne. Près de 27 millions de Sud-Africains se rendront aux urnes le 8 mai prochain dans le cadre d'élections générales qui désigneront notamment le prochain président du pays. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente soirée. À très bientôt.